Bonjour, je m'appelle Geneviève Galland et je suis courtière en immobilier résidentiel. Aujourd'hui, je m'entretiens avec les acheteurs et plus spécifiquement, je vais m'adresser aux nouveaux acheteurs, donc ceux qui n'ont jamais été propriétaires auparavant, qui n'habitent pas non plus avec quelqu'un qui est propriétaire à titre de conjoint de fait. D'accord? Donc, on va passer en revue différentes choses parce que je considère que mon rôle comme courtière en immobilier, outre de vous accompagner et de vous conseiller dans le processus de transaction à proprement parler, c'est aussi de vous informer, de vous aider à vous préparer en amont de cette transaction que vous allez vouloir faire dans quelques mois, quelques années. Puis donc, je vais vous transmettre un certain nombre de connaissances aujourd'hui pour que vous vous sentiez plus confiant au moment venu et que vous sentiez les reins plus solides financièrement aussi. Donc, si vous le voulez bien, je vous partage une petite présentation que j'ai préparée à votre attention. Et puis, si vous avez des questions, je serai vraiment très, très, très heureuse d'y répondre si vous prenez la peine de me contacter ou de m'écrire en commentaire de cette publication-ci. Alors, sans plus tarder, c'est moi qui vous souhaite la bienvenue dans le merveilleux monde de l'immobilier. Cette présentation-ci, on va parler des étapes de l'achat d'une propriété. On va passer assez rapidement sur l'aspect financement, mais je vais quand même vous donner quelques petites clés parce que je considère que c'est la première étape de préparation archi importante avant même qu'on anticipe la suite des choses qui concernent vraiment mon champ d'expertise, soit les recherches de propriété, les visites, la transaction à partir du moment où on dépose une offre d'achat, les conditions qui vont être dedans, les clauses légales, jusqu'à la signature chez le notaire et puis la remise des clés où vous allez crier « Hourra, c'est fait, je suis désormais propriétaire ». Donc, dans un premier temps, ce qu'on va vous proposer de faire quand vous êtes en mode « je cherche une maison », c'est d'établir votre capacité d'emprunt en parlant avec un démarcheur hypothécaire. Donc, il existe une panoplie d'institutions et il existe aussi des courtiers hypothécaires qui vont, eux, vous diriger vers différentes institutions, des banques virtuelles. Ils ont accès généralement à autour d'une vingtaine de différents produits hypothécaires de différentes institutions, différentes bannières pour vous proposer un produit qui soit vraiment ciblé par rapport à votre profil d'acheteur. Donc, ils vont d'abord vérifier avec vous votre budget. En s'imaginant, en se projetant à acheter une propriété, ils vont être capables de déterminer approximativement les versements hypothécaires mensuels, les taxes scolaires et municipales, d'intégrer là-dedans les frais de chauffage et tout ce qui se rattache à l'achat d'une propriété pour éventuellement déterminer votre capacité d'emprunt avec aussi vos entrées d'argent puis votre dossier de crédit. Il faut savoir d'entrée de jeu que pour devenir propriétaire, ça vous prend un minimum de 5 du prix d'achat en guise de mise de fonds. Toutefois, si vous avez moins de 20 votre prêt légalement va devoir être assuré par une des trois bannières qui sont nommées ici, soit la SCHL, SAGEN ou Canada Guarantee, qui, eux, vont assurer votre prêt pour rassurer la banque et ce faisant, vous fournissent aussi d'autres services comme des prêts amélioration pour vous permettre de faire des rénovations puis rendre votre maison au goût du jour dans les premiers temps. Il y a donc toutes sortes de panoplies et ces trois bannières-là vont s'assurer auprès de votre institution financière qu'à même l'argent que vous avez ramassé, il n'y a pas que le 5 de mise de fonds, mais que vous êtes capable en plus de couvrir un minimum de 1,5 de valeur de la propriété en guise de frais de démarrage. On parle ici de l'inspecteur, du notaire, de la taxe de bienvenue, des frais de déménagement. Alouette. Et dans mon univers à moi, j'ai plutôt tendance à parler avec mes nouveaux acheteurs en leur disant de prévoir autour de 3 pour tout ça parce que la taxe de bienvenue est pratiquement là, elle, à 1,5 de la valeur. Là. Ça fluctue selon les municipalités dans lesquelles vous allez acheter. Donc, je vais vous renvoyer à ce moment-là vers le site Internet de la municipalité pour calculer la taxe de bienvenue qui sera à prévoir. Mais il faut savoir donc que votre prêt va devoir être assuré. Donc, il y a une prime d'assurance qui va être ajoutée par-dessus votre emprunt hypothécaire et qui va être financée sur la durée
de votre amortissement de 25 ou de 30 ans, d'accord? Il faut savoir aussi que si votre prêt est assuré, cette prime-là, oui, elle est ajoutée sur votre emprunt hypothécaire, mais la taxe de 9 sur cette prime-là, elle sera payable en comptant chez le notaire. Quand je dis en comptant, ça peut être via votre compte bancaire, là, c'est pas obligé d'être avec de l'argent sonnant, mais voilà. Si vous avez 20 de mise de fonds ou plus, à ce moment-là, on parle d'un prêt conventionnel. On n'a pas besoin de traiter avec la SCHL, SAGEN ou Canada Guarantee. Et il y a une possibilité pour certaines institutions financières d'amortir votre prêt sur un total maximal de 30 ans. Plus souvent, ce qu'on voit, c'est du 25 ans, mais certaines institutions permettent le 30 ans, ce qui permet de diminuer considérablement quand même les versements mensuels. Voilà. Donc, il y a différentes stratégies pour accumuler votre fameuse mise de fonds. Donc, vous pourriez avoir n'importe quel produit d'épargne, des certificats d'épargne garantie, un compte épargne, des fonds mutuels de placement, comme vous voulez. Mais il y a deux types d'épargne que le gouvernement a mis sur pied avec des programmes qui vous aident, vous, les premiers acheteurs. Et j'ai nommé le CELIAP, qui est la nouvelle coqueluche, qui est extraordinaire et qui vous permet de générer un maximum de 40 000 pour votre mise de fonds, à raison de 8 000 par année maximum, pendant un maximum de 5 ans au bout desquels vous devrez acheter ou passer un autre appel avec ce placement-là. Il y a différentes conditions, aussi bien pour le CELIAP et pour le RAP, qui se fait avec tes REER. Ceci étant dit, dans tous les cas, ce sont deux véhicules de placement qui vous donnent droit à un retour d'impôt à chaque année, qui permettent de diminuer votre revenu imposable et qui n'est pas imposable au moment où vous le retirez pour acheter une propriété. La différence entre les deux, je vous dirais surtout que c'est que le RAP, lui, doit être remboursé dans les 15 années qui suivent le retrait pour l'achat de la maison, alors que le CELIAP, lui, n'a pas besoin d'être remboursé. Donc, une différence quand même majeure. Pour ce qui est des subtilités et des conditions assorties à ce type de mise de fonds-là, je vous encouragerai à ce moment-là à parler avec des spécialistes en placement, des spécialistes en sécurité financière, puis ensuite de ça, avec votre démarcheur hypothécaire pour savoir si ça s'applique dans votre situation, puis si vous allez pouvoir les utiliser pour ça. Vous pouvez aussi avoir recours à des dons traditionnels de la part des membres de votre famille, vos parents, vos grands-parents, un frère, une sœur. Bon, bref, ça, c'est toutes des possibilités. Et en ce qui a trait à des dons qui viennent des membres de la famille, il y a toutes sortes de dynamiques familiales. Vous pourriez choisir d'avoir un don qui n'est non remboursable, mais si vos parents, par exemple, vous prêtaient un 40 000 en refinançant l'équité de leur propriété, il se pourrait qu'ils vous donnent un délai de 5 ans, 6 ans, 7 ans pour revoir la couleur de cet argent-là, que vous les remboursiez, ce qui serait parfaitement normal dans certaines familles. Et donc, l'achat d'un premier plex pourrait être une belle avenue comme première propriété parce que tout en habitant l'immeuble, des revenus locatifs viendraient du logement qui s'ajoute. Et à ce moment-là, vous pourriez en faire une économie particulière ou rembourser davantage de capital pour être en mesure, au moment où vous allez renégocier votre prêt hypothécaire dans 5 ans, peut-être, de rembourser vos parents qui vous ont prêté de l'argent. Donc, il y a toutes sortes de stratégies pour accumuler une mise de fonds pour être en mesure d'acheter. OK? Une mise de fonds minimale de 5 dans la mesure où vous allez habiter ces lieux-là. D'accord? Ensuite de ça, quand vous aurez fourni tous les documents qui prouvent votre salaire, tous les documents qui prouvent ce que vous avez comme placement et comme économie, donc vos actifs, tous les documents qui démontrent vos engagements financiers, donc toutes vos dettes, vos paiements récurrents, que ce soit un paiement automobile, des soldes de carte de crédit, de marge de crédit, un prêt personnel, tout ça et l'étude de votre bureau de crédit aussi, de votre code de crédit, va permettre à la banque de déterminer votre capacité d'emprunt qui sera autorisée avant l'achat. Et souvent, cette étape-là permet de vous geler, de vous fixer un taux pour une période d'environ 3 mois. Donc, ça, c'est une bonne chose à faire.
Si le taux descend, il n'y a pas de problème à faire appliquer le nouveau taux qui a baissé. Mais si le taux allait en augmentant, à ce moment-là, vous seriez assuré que si vous achetez rapidement, ce taux-là sera encore valable une fois rendu chez le notaire. Donc, ça, c'est des bonnes nouvelles. Aussitôt que vous obtenez cette lettre-là de préautorisation hypothécaire qui stipule le montant pour lequel vous êtes capable d'acheter, nous, on obtient soudainement votre budget de magasinage. Youhou! Et c'est là que moi, comme courtière en immobilier, j'entre en jeu. Donc, c'est vrai que si vous m'appelez, comme le font plein d'acheteurs, pour demander des visites ou pour demander des informations au sujet d'une propriété, ma première question, ce ne sera pas parfait, quand est-ce qu'on va visiter? Ma première question, ça va être, est-ce que tu as ta préautorisation hypothécaire? C'est un outil essentiel sans lequel, moi, je choisis de ne pas entamer de visite avec mes clients pour deux raisons super importantes. La première, pourquoi magasiner des maisons à 500 000 si un mois plus tard, on se rend compte qu'on est capable d'acheter seulement pour 415 000? Donc, dans ce contexte-là, plutôt que de vous faire vivre le deuil de devoir renoncer à des produits que vous avez magasinés pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être même en rêvant, puis de devoir après ça niveler vers le bas vos attentes, ce deuil-là, il est difficile à encaisser. Donc, moi, je vous dis, faisons les choses dans le bon ordre. Allons chercher votre capacité d'achat de façon authentique, attestée par une institution financière, réservez votre taux d'intérêt aussi. Puis après ça, entamons les démarches en ayant en tête que ça se pourrait que la première maison ne soit pas la maison ultime de vos rêves dans laquelle vous allez vivre pour les 25 prochaines années. Qu'il se pourrait que vous rencontriez la statistique selon laquelle un premier acheteur renouvelle son hypothèque à l'intérieur de 2,8 ans à peu près. Donc, finit même pas souvent son premier terme de 5 ans. Ce qui veut dire que votre première maison pourrait représenter davantage comme une économie forcée, puisque vous êtes dans l'obligation de vous loger. Pourquoi pas choisir de devenir propriétaire, permettre en un 3 ou 4 ans à votre maison de prendre un peu de valeur, de la rendre tranquillement plus au goût du jour en faisant des petits menus de travaux, petits menus de rénovation ici et là. Hein? Donc, lui permettre de prendre de la valeur pendant que vous payez mensuellement, plutôt que de payer un loyer, donc payer l'hypothèque de quelqu'un d'autre qui s'enrichit sur votre dos, payez votre propre hypothèque et donc une bonne partie en capital sur la durée pendant laquelle vous serez propriétaire de cette propriété-là et de revendre en empochant cette portion de capital-là que vous avez payée, plus la prise de valeur de votre propriété pour vous permettre de racheter un autre produit dans quelques années qui sera peut-être davantage votre maison de rêve. Hein? Donc, mon rôle d'accompagnement, c'est aussi de vous faire voir cette perspective-là qui est beaucoup plus réaliste dans le marché dont on parle aujourd'hui avec des maisons qui sont quand même d'un prix assez élevé. Je dis maison depuis le début, mais on peut parler d'un condo qui est drôlement plus accessible aussi quand il s'agit de notre première propriété. C'est ce que moi-même j'ai fait dans mon expérience personnelle, commencer par un condo pour acheter ensuite mon premier immeuble à revenu. Bref. Fermons la parenthèse sur moi-même, mais au niveau de la préautorisation, la deuxième bonne raison pour laquelle je veux l'avoir avant qu'on commence nos recherches, c'est que c'est une arme redoutable pour que quand vous allez faire votre première promesse d'achat, je puisse rassurer le vendeur et lui montrer à quel point vous êtes sérieux, préparé et que la transaction n'échappera pas parce que vous ne passez plus au niveau du financement au moment où on va en être à réaliser les conditions de notre offre. Moi, je me présenterai là confiante devant un vendeur et je le persuaderai que vous êtes l'acheteur qu'il cherche parce que vous avez déjà une préautorisation solide. OK? Donc, j'ai besoin de ces armes-là dans mon coffre, moi, surtout si on se présente en offre d'achat en compétition contre d'autres acheteurs. Et ça, on ne le sait jamais à l'avance. Donc, première étape, allez chercher votre préautorisation, super important. Deuxième étape, ciblez votre projet. À compter du moment où j'ai ça en main, on a votre budget sur ce papier-là, mais là, on va cibler ensemble tout ce qui vous fait rêver. Donc, dans quelle ville, dans quel secteur vous voulez qu'on cherche? Quel type de propriété est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez une unifamiliale? Est-ce que vous voulez un condo? Est-ce que vous êtes OK avec une maison jumelée, une maison en rangée? Est-ce que vous préférez que votre condo soit au 5e étage ou au rez-de-chaussée? Combien de chambres vous voulez? Avez-vous besoin d'un garage intérieur? Avez-vous besoin… Bon, tout ça, on va observer ça ensemble et moi, je vous ouvrirai un portail personnalisé. Et pendant 24 heures sur 24, j'aurai des petits robots qui vont travailler à venir mettre dans votre portail
toutes les propriétés qui vont être annoncées sur Centris en temps réel. Donc, dès le moment où un courtier met une propriété en vente, à la minute près où ça se produit, si cette propriété-là répond aux critères qu'on a fixés ensemble au départ, à ce moment-là, vous allez la recevoir dans votre portail et par courriel, vous allez recevoir une notification qui vous dit « Vite, 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 ce produit-là, il est accessible, il répond à tes critères, va voir. » Et à partir de là, on entame une conversation, vous et moi, pour cerner de façon de plus en plus précise le type de propriété que vous recherchez. Plus on discute, plus j'en viens à mieux cerner votre projet et à vous orienter vers des produits qui vous ressemblent de plus en plus. Et au moment où on a trouvé quelque chose qui est le fun, là, on entre dans la phase plus euphorique, les visites. Là, c'est le fun, on se met les deux pieds dedans, on entre dans les maisons, on visite, on ouvre les garde-robes, on ouvre les portes de chambre, on ouvre les garde-manger et on se fait une idée de ce qui nous plaît, de ce qui nous plaît moins, jusqu'à ce qu'on trouve la maison de nos rêves, n'est-ce pas? C'est moi qui vais m'occuper de réserver les cases horaires pour aller faire les visites. On va se rejoindre là-bas, on va visiter et pendant que vous vous extasiez sur la grandeur des pièces, sur la luminosité ou que vous aimez moins ou que, ben moi, ce que je fais, c'est que j'amène votre attention sur des choses que peut-être vous avez moins tendance à regarder. L'âge des fenêtres, des fissures sur la structure, l'état de la toiture, des cernes d'eau dans le plafond parfois. Donc, toutes sortes de choses comme ça où je ne m'avancerai pas comme une experte. Je ne suis pas une inspecteur en bâtiment, je ne suis pas une spécialiste des structures, ni ingénieur. Sauf que je vais amener votre attention là parce qu'on sera en connaissance de cause et que quand on aura notre inspecteur en bâtiment sur place, si on se rend jusque-là, bien, on pourra orienter son regard à lui en lui disant, regarde, on a remarqué ça, rassure-nous ou bien dis-nous ce qu'il y en est, c'est précisément. Ensuite de ça, si on trouve le produit qui vous plaît, on ira rédiger la promesse d'achat. Et là, ça devient drôlement plus concret parce que permettez-moi de vous rappeler que dans le mot promesse d'achat, il y a le mot promesse. Promesse de quoi? Promesse d'acheter. C'est donc un contrat dans lequel on s'engage vis-à-vis du vendeur à aller jusqu'au bout de la transaction selon un certain prix qu'on va choisir d'offrir et certaines clauses dans lesquelles on dit en quoi le vendeur est engagé vis-à-vis de l'acheteur, en quoi l'acheteur est engagé vis-à-vis du vendeur. Et on va essayer, dans la mesure du possible, de vous conseiller pour ajouter là des clauses qui auront pour but de vous protéger. D'accord? Et on ajoutera dans cette promesse d'achat-là certaines conditions qui seront, si vous le voulez bien, des portes de sortie. Donc, les conditions ne sont pas toujours là pour se permettre d'en sortir, sauf que comme on a promis d'acheter la transaction, c'est qu'on achète quand même selon certaines conditions qui doivent être rencontrées, sans quoi on se réserve le droit de rendre notre promesse d'achat nulle et non avenue, donc de sortir de la transaction pour aller magasiner ailleurs. OK? Mais tant et aussi longtemps qu'on est engagé dans une promesse d'achat, on ne pourra pas en faire une ailleurs. Donc, c'est important qu'on ait des conditions qui soient là pour nous protéger et nous permettre de se sortir de la transaction si jamais on avait des grosses surprises en cours de transaction. Par exemple, l'inspection en bâtiment. On aura un certain délai pour faire venir un inspecteur en bâtiment. Nous, on a l'obligation déontologique de vous présenter un minimum de 3 inspecteurs qualifiés qui ont un code professionnel, des assurances, qui produisent un rapport écrit, donc qui rencontrent certaines normes professionnelles obligatoires. Et ceux qu'on vous réfère, on ne peut pas vous diriger, vous orienter vers un inspecteur en bâtiment plus particulièrement. Déontologiquement, on n'a pas le droit, mais ceux qu'on vous présente, généralement, s'en sont avec lesquels on a déjà travaillé, dont on apprécie le travail et qu'on recommande. OK? Parce qu'on sait qu'ils travaillent bien. Donc, vous pouvez nous faire confiance là-dessus. Ensuite de ça, on va mettre une condition selon laquelle on veut observer et pouvoir se déclarer satisfait de certains documents. Par exemple, si le vendeur nous dit avoir déjà fait faire une expertise en pyrite ou avoir déjà fait faire une inspection dont il détient encore le rapport, ben, on peut des fois, dans la promesse d'achat, demander à ce que le vendeur nous les fournisse à l'intérieur de tel délai et se donner un autre délai suite à la réception de ces documents-là pour s'en déclarer satisfait. Sans quoi, si on n'est pas satisfait ou si le vendeur refuse de nous donner les documents, on peut sortir de la transaction sans conséquence. Et il y a aussi dans les conditions
évidemment, le plus gros morceau, soit l'acceptation du financement. Généralement, quand on a déjà une préautorisation, que le canal de communication entre le courtier de l'acheteur et le démarcheur hypothécaire est bon, à ce moment-là, généralement, on n'a pas de mauvaise surprise, sauf si entre le moment de la préautorisation et le moment où vous achetez une maison, vous avez acheté une nouvelle voiture ou il y a quelque chose de majeur qui a changé dans votre dossier de crédit, à ce moment-là, ça se pourrait que ça flanche. Ceci étant dit, ces trois conditions-là, s'il n'y a rien de majeur, s'il n'y a pas de mauvaise surprise, on s'est engagé à aller au bout de la transaction et à acheter. Ceci étant dit, c'est vrai que des fois, il y a des grosses surprises qui sortent dans le rapport d'inspection avec des photos, avec des graphiques qui nous expliquent ce qui devrait être et tout et tout. C'est très détaillé, un rapport d'inspection. Mais s'il y a des problèmes majeurs, et c'est bien écrit comme ça dans la clause d'inspection de la promesse d'achat, s'il y a des problèmes majeurs qui sont susceptibles d'augmenter significativement à courte échéance les dépenses qui seront reliées à l'achat de cette maison-là. Par exemple, le toit va nous tomber sur la tête cet hiver si on ne le fait pas refaire maintenant. Puis là, on parle d'un toit qui va nous coûter 15 000 ou encore, s'il y a une surprise majeure qui fait en sorte de diminuer drastiquement la valeur de la maison, puis qu'on ne le savait pas, ça n'avait pas été déclaré au préalable, et que là, ben, ça fait en sorte que si j'avais eu connaissance de cette diminution de valeur-là avant de faire mon offre, jamais je l'aurais faite. À ce moment-là, peut-être qu'il y a un motif majeur pour entrer en négociation avec le vendeur. Et ça fait partie de l'expertise et du service qu'on offre, nous, les courtiers, pour vous éviter, vous, l'acheteur qui est très émotif et qui ne veut pas payer trop cher pour le bien qu'il acquiert, ce qui est compréhensible, et le vendeur qui est représenté par son propre courtier qui, lui, est très émotif par rapport à cet attachement-là qu'il a envers sa propriété, qui croit dur comme fer que sa maison, c'est la meilleure, puis qu'elle vaut le prix qu'il a écrit, puis qui espère en tirer le plus gros prix possible. Donc, c'est normal que vos deux visions ne concordent pas et que ça crée des frictions. C'est pour ça que nous, les courtiers qui avons l'habitude, allons de façon rationnelle vous conseiller de part et d'autre et mener la négociation de façon plus rationnelle. Donc, à ce moment-là, ça devrait vous aider. Et ensuite de ça, ben, on va fournir des documents au notaire pour que lui puisse vérifier les titres de propriété, vérifier que la transaction, il n'y a pas des trous dans le cours de transaction, on va vérifier tout ce qu'il y a à vérifier au registre foncier et puis s'assurer que quand il vous remet les clés, bien nécessairement, tout est conforme pour que vous puissiez aller occuper les lieux convenablement. Généralement, on est là à chaque étape jusqu'à chez le notaire. Et on s'assure que les ajustements sont bien faits, que la garantie légale de qualité sur votre propriété affecte la transaction ou pas, selon ce qui était dans le contrat qu'on a rédigé. Et à ce moment-là, quand tout le monde veille à ce que chaque partie soit bien représentée, le vendeur, l'acheteur, le notaire, tout le monde fait son travail, à ce moment-là, ça mène à des belles transactions heureuses. Voilà. Quels sont les avantages maintenant à avoir votre propre courtier immobilier quand vous êtes un acheteur? Parce que vous le savez, vous pouvez aller sur Centris, magasiner par vous-même, puis trouver la maison qui vous fait votre bonheur, puis ne pas avoir votre propre courtier. Vous avez ce droit-là. Aujourd'hui, la loi nous oblige, quand on est courtier inscripteur, donc courtier qui représente le vendeur, nous oblige à vous recommander de vous faire représenter par votre propre courtier parce que le courtier inscripteur, lui, il a signé un contrat avec le vendeur, contrat dans lequel il s'engage à obtenir le meilleur prix possible pour le vendeur ainsi que les meilleures conditions dans l'intérêt du vendeur. Est-ce que c'est donc une bonne idée comme acheteur de contacter le courtier du vendeur pour lui demander des visites et puis les conseils? Bien, absolument pas, parce qu'il ne sera pas en mesure, s'il veut respecter son contrat avec le vendeur et pas se faire poursuivre, pas perdre sa licence de courtier immobilier, il sera dans l'obligation de vous dire qu'il ne peut pas vous conseiller au sujet du prix, qu'il ne peut pas négocier en votre nom, qu'il ne peut pas vous représenter. Donc, je pense que c'est important d'avoir votre propre courtier. Puis j'ai plein de bonnes nouvelles pour vous, entre autres le fait qu'un courtier immobilier, c'est gratuit quand on est acheteur. On y revient tantôt. Donc, 4 avantages à travailler avec un courtier immobilier. Premièrement, payer le juste prix parce que nous, on possède l'expertise, on possède plein d'outils pour évaluer avec précision la valeur d'une propriété, ce que l'âge public
a bien du mal à faire. Le vendeur, le premier, aime tellement sa maison, a tellement de souvenirs rattachés à cette maison-là que souvent, il surévalue la valeur de sa propriété. Pas toujours, surtout quand il y a un courtier qui le représente, ce courtier-là va lui amener des comparables, va souvent relativiser avec lui jusqu'à fixer le juste prix. Mais nous, de notre côté, des fois, on n'est pas d'accord avec le courtier inscripteur, comme quand on travaille avec nos acheteurs, puis on va débattre sur la valeur de la propriété jusqu'à ce qu'on arrive au juste prix. Donc, dans votre intérêt pour ne pas payer trop cher, autrement dit. Deuxième aspect à considérer, c'est la tranquillité d'esprit. Ce n'est pas peu de choses dans une ère où on est tous fatigués, surmenés, trop occupés, d'avoir quelqu'un qui maîtrise les documents juridiques, qui a l'habitude de les consulter et qui oriente votre regard ou votre connaissances vers les phrases clés qui sont importantes. Savoir rédiger des clauses légales pour vous protéger aussi dans votre promesse d'achat, dans les différentes annexes. Nous, on a l'habitude d'écrire des clauses avec des conséquences pour le parti qui ne respecte pas ces clauses-là. Donc, c'est une façon de vous protéger et c'est du langage qui est souvent pas connu de la part du public. Donc, avoir quelqu'un qui va rédiger ces clauses-là dans votre intérêt, puis pas juste dans l'intérêt du vendeur, c'est un gros plus, vous me direz. Ensuite de ça, on joue, comme je le disais tantôt, les intermédiaires pour vous éviter des négociations, des frictions qui seront angoissantes avec le vendeur. OK? Troisième point, qui est un avantage majeur, c'est la vérification en bonne et due forme des documents. Comme professionnel de l'immobilier, moi, j'ai accès à l'historique de vente de cette propriété-là. Je peux donc remonter dans le temps pour aller voir combien elle s'est vendue dans le passé, aller voir si elle avait des problèmes, qu'est-ce qui a été réparé. Et donc, je peux vous donner de l'information que vous ne trouverez pas vous-même sur Centris ou ailleurs. Je peux aussi orienter vos décisions de façon intelligente parce que je sais lire et décoder tout ce que le vendeur et son courtier nous fournissent comme documentation. Donc, je vais vous outiller et vous aider à repérer les informations importantes dans les documents qu'on reçoit. Puis, par exemple, un condo, ça a une vraie grosse pile de documents à lire, à décoder. La déclaration de copropriété, il y a beaucoup d'informations là-dedans, dont les règlements du condo. Voulez-vous savoir si vous avez le droit d'avoir des animaux? Voulez-vous savoir si vous avez le droit de X, Y, Z? Tu sais? Donc, tout ça, nous, on est outillés pour vous aider avec ça. Puis, on va vous aider aussi à ne pas bêtement perdre une offre d'achat parce que vous n'avez pas respecté un délai qui était dans vos conditions. Donc, on va vraiment nous agir comme chien de garde sur les délais pour s'assurer qu'on rencontre tout ce qu'on a à rencontrer comme délai pour ne pas que vous perdiez la maison sur des détails niaiseux. Puis ensuite de ça, c'est pas peu de choses de dire qu'un des gros avantages à travailler avec un courtier immobilier, c'est d'être protégé. On est régi, nous, par l'OACQ qui nous impose un code de déontologie super strict. En plus, l'APCIQ, qui est mon association professionnelle, et l'OACQ, qui est un organisme d'auto-réglementation en courtage immobilier au Québec, qui est, lui, chapeauté par le ministère du Revenu. Ces deux associations-là s'assurent de vous indemniser en cas d'erreur, d'omission ou de fraude dans le cas d'une transaction. Donc, ça aussi, c'est important. Sachez que vous serez assuré dans votre transaction si vous ne dealez pas directement avec le vendeur sans qu'il y ait un courtier pour chapeauter la transaction. Maintenant, ici, on va passer rapidement, mais c'est juste pour vous dire à quel point vous êtes protégé par la loi sur le courtage en immobilier, par l'OACQ, le code de déontologie et tout ce qui encadre l'émission des permis aux courtiers. Ensuite de ça, le fonds d'indemnisation en courtage immobilier et l'assurance responsabilité professionnelle que l'on doit tous avoir à titre de courtier en immobilier. Donc, pour vrai, tout ça, c'est un mécanisme de protection pour vous, le public. Mais quand c'est gratuit, il faut en profiter. Je l'ai dit tantôt, je le redis maintenant, j'aimerais ça savoir, écrivez un commentaire ou dites-moi, est-ce que vous saviez d'avoir votre propre courtier pour vous représenter en tant qu'acheteur, c'était gratuit.
Ben oui, c'est gratuit parce que ma rétribution, moi, quand je vous accompagne comme acheteur, elle est déjà prévue au contrat du vendeur avec son courtier. C'est-à-dire, par exemple, que si un courtier signe un contrat pour vendre la maison de M. Michaud avec une rétribution de 5 du montant de vente, c'est déjà écrit dans son contrat que sur le 5 il s'engage à partager 2 avec, je dis 2 mais c'est un exemple, c'est déterminé entre le vendeur et son courtier. Je disais, exemple, partager 2 avec le courtier collaborateur qui, lui, amènera l'acheteur. Donc, autrement dit, quand vous achetez la maison dans le prix de vente, il y a déjà ma rétribution d'incluse. Vous n'aurez pas à débourser un supplément. OK? Donc, ça, c'est une bonne nouvelle, mais sachez qu'il y a quand même une exception. Une exception où ça se pourrait qu'il vous revienne à vous, l'acheteur, de payer la rétribution de votre courtier. Et c'est dans le cas où vous vous mettez à magasiner des maisons à vendre par le propriétaire sans courtier. OK? Il faut savoir qu'à ce moment-là, vous vous engagez dans une transaction où il n'y aura pas d'assurance ou d'indemnisation en cas d'erreur, d'omission ou de fraude. Il n'y a pas de système prévu pour ça. Vous engagez aussi dans une transaction, vous allez devoir gérer toute la paperasse légale, fournir les documents dans les temps pour votre notaire et gérer par vous-même les erreurs potentielles que vous pourriez faire. Et en immobilier, des erreurs, ça peut coûter des dizaines de milliers de dollars. Donc, je le dis comme ça, pas pour vous faire peur, mais vraiment, dans les faits, c'est ça. Par contre, si vous me dites, Geneviève, moi, j'ai trouvé une maison sur du proprio, j'aimerais ça que tu me représentes. Je peux aller la visiter avec vous, vous pouvez y aller par vous-même, mais au moment où j'appelle un vendeur directement pour lui dire que j'ai une offre d'achat qui est signée par un acheteur que je représente, c'est bien, bien rare qu'il se sauve en courant. Il veut savoir combien on lui offre. OK? Et donc, dans cette circonstance-là, c'est vrai que vous et moi, nous allons devoir signer un contrat de courtage achat exclusif. Et il n'y aura pas de mauvaise surprise parce que vous et moi, on va s'entendre sur la valeur de mon travail si on achète une maison ensemble pour laquelle il n'y a pas de courtier qui représente le vendeur. OK? Donc, dans le contrat, ça va être vraiment écrit que si jamais on achetait une maison sur du proprio, bien, à ce moment-là, vous devriez me payer une rétribution de 2 par exemple. Et ce 2 %-là, on va l'ajouter sur le prix offert au vendeur et on va expliquer au vendeur que moins 2 ce qui lui reste à lui, c'est ce montant-là parce que vous avez choisi de payer ma rétribution et donc que lui, ça ne lui coûte rien de plus, mais que le montant qui lui reste à lui, c'est ça. C'est ce que vous vouliez lui offrir. Ce faisant, on va pouvoir financer à même votre prêt hypothécaire, ma rétribution, ce qui devrait ressembler à un 3-4 $ de plus par mois, de façon telle que votre mise de fonds ne sera pas affectée. Vous allez pouvoir déposer le même montant que vous aviez l'intention de déposer en guise de mise de fonds. Et puis, voilà. Donc, ça, il fallait que je le mette au clair avec vous parce que je sais que c'est important de jouer franc jeu, d'être transparent. Et c'est pour ça que quand on signe un CCA ensemble, un contrat de courtage achat, ben je vous explique bien cette clause-là à ce moment-là. OK? Ensuite de ça, je pense que c'est important de vous mentionner qu'il y a des frais en dehors de l'achat de votre maison qui sont inhérents à l'achat. OK? Par exemple, l'inspection en bâtiment. De façon générale, ça va coûter entre 7 et 800 $, des fois plus, des fois moins. Ça dépend du produit que vous achetez, ça dépend de l'inspecteur aussi. D'accord? Ensuite de ça, ça va vous coûter un notaire. Le notaire, tout dépendant de ce qu'on lui demande de faire comme tâche, devrait vous revenir autour de 1 500 $ taxes incluses. OK? C'est ce qu'on a vu récemment dans nos dernières transactions. Ensuite de ça, c'est vrai que si jamais vous achetez une maison neuve, vous allez avoir la TPS et la TVQ à payer sur le prix de vente. Donc oui, 14,975 du prix de vente. Donc, ça représente quand même beaucoup d'argent. Si jamais vous achetez une propriété, que ce soit un condo, un plex, une maison, peu importe ce que vous achetez comme produit immobilier, vous aurez
un droit de mutation, ce qu'on appelle communément la taxe de bienvenue. Je ne peux pas vous mentionner combien c'est ça parce que selon les municipalités, je l'ai dit tantôt, ça fluctue beaucoup les prix. Par contre, la plupart des municipalités qui ont un site Internet vont avoir une grille de calcul où vous pouvez inscrire le prix de votre propriété. Et ça va vous calculer approximativement de combien va être votre taxe de bienvenue. Chez le notaire, souvent, le notaire va vous spécifier le montant auquel vous attendre. Et ça, c'est payable une fois que vous avez déménagé. Dans les semaines qui suivent, ça arrive comme un compte par la poste. Okay? Vous avez aussi, tout dépendant du type de propriété, certains types d'expertise à payer des fois, comme l'analyse de la qualité de l'eau, l'analyse de la fosse septique, l'analyse de la structure du toit. Ça dépend toujours de ce que vous voulez faire observer par un professionnel avant de mener à terme votre transaction. Ensuite de ça, vous aurez peut-être chez le notaire à payer ce que je vous disais tantôt, la prime sur la fameuse prime d'assurance à CHL ou SAGEM. Tout ce qui a trait à vos frais de déménagement, tout dépend toujours si on prend des déménageurs ou si on se déménage soi-même. Si vous avez des frais de rénovation ou de réparation à entrevoir dans les premières semaines de votre emménagement, si vous avez des nouveaux meubles, la nouvelle peinture à vous acheter, le raccordement au service de Bell ou de Vidéotron, de peu importe là, votre service Internet. Donc, tout ça, ce sont des frais à planifier. OK? Je n'ai pas écrit les montants parce que, évidemment, ça peut varier d'une place à l'autre. Là, je veux vous mettre en garde 6 erreurs que les acheteurs font vraiment trop souvent, puis vous ne ferez pas ça parce que vous venez d'écouter ma vidéo. Premièrement, vouloir commencer à visiter avant d'avoir une préautorisation hypothécaire, c'est une mauvaise idée. On a bien vu pourquoi tantôt. Une autre erreur très commune, saviez-vous que lorsque vous visitez une maison à vendre par un courtier, avec ce courtier-là, vous devenez automatiquement son client et qu'à partir de ce moment-là, il pourrait invoquer que le courtier qui va vous représenter plus tard ne pourra pas toucher sa pleine rétribution. Il se pourrait qu'à ce moment-là, vous ayez du mal à trouver un courtier qui veut travailler pour la moitié ou le tiers de sa paye. Donc, pour vrai, vaut mieux commencer par trouver votre courtier avant de commencer les visites et demander à votre courtier de vous accompagner dans les visites, demander à votre courtier de s'informer au sujet de la propriété puis de poser les questions pour vous, pour obtenir les réponses. Puis à ce moment-là, vous allez être sûr d'être bien représenté. D'accord? Donc, nous, on ne fait pas ça, contacter le courtier du vendeur. On a bien compris que ce n'était pas dans notre intérêt comme acheteur. Troisième chose, négliger de faire affaire avec un bon professionnel. Ben oui, ça prend un bon inspecteur en bâtiment, ça prend un bon démarcheur hypothécaire, ça prend une bonne assurance habitation, un bon notaire. Tout ça, nous, on travaille avec différents spécialistes du monde de l'immobilier. On en a un éventail vraiment assez important à vous référer. Et d'ordinaire, même en respectant le code de déontologie auquel on est rattaché, là, on a quand même nos préférés, des gens avec qui on a travaillé dans le passé et quand on les recommande de façon générale, c'est qu'on sait qu'on peut leur faire confiance, on sait qu'ils travaillent bien et que ce sera dans votre intérêt. Mais jamais au grand jamais, un courtier immobilier ne devrait vous recommander de sauter l'inspecteur en bâtiment parce que on doit même vous faire signer un document dans la promesse d'achat si vous choisissez de ne pas faire inspecter, stipulant qu'on vous a expliqué les conséquences si jamais vous choisissiez de ne pas faire inspecter votre propriété. Donc, vraiment, sauter des étapes importantes, je trouverais ça dommage pour vous et je vous le dirai en temps et lieu si jamais c'est ce que vous vous apprêtez à faire. OK? Ensuite de ça, savoir que 1 $ de rénovation que vous anticipez devoir faire sur la maison, ça ne veut pas dire 1 $ à retrancher à la valeur de la propriété. D'accord? De la même façon qu'on dit à nos vendeurs que ce n'est pas parce qu'ils ont payé 15 000 $ pour une piscine qu'ils peuvent additionner 15 000 $ à la valeur de leur propriété. Quand on achète une maison qui n'est pas neuve, elle a une vie, cette maison-là, et souvent, le courtier inscripteur a déjà fait un premier travail d'évaluation de la propriété en prenant en considération toutes les pièces de la maison qui ne sont pas au goût du jour, tous les travaux qui sont à prévoir, si le toit, si les fenêtres, s'il y a des choses à entrevoir comme travaux à faire dans les semaines à venir, on va avoir raisonné notre vendeur déjà en lui faisant prendre conscience que la valeur de la propriété peut être diminuée de tant
parce qu'il y a ça que l'acheteur va voir en temps et lieu. Donc, souvent, la valeur fixée sur Centris prend déjà en considération ces faits-là. Seulement, si suite à l'inspection, on découvrait des nouveaux faits ou si on n'est pas d'accord avec la valeur qui a été inscrite sur Centris, il se pourrait qu'on ait ces discussions-là pour faire baisser le prix en temps et lieu, mais gardez en tête que ce n'est pas parce que vous voyez un 30 000 à mettre dans des fenêtres qu'il faut d'emblée réduire le prix de 30 000. Tout ce qu'on risque de faire si on fait ça, c'est d'insulter le vendeur et plutôt que d'avoir une contre-proposition qui nous permette de travailler ensemble puis d'arriver à un juste prix quelque part au milieu, si on l'a insulté, le vendeur, il va juste refermer les livres et attendre le prochain acheteur parce qu'en ce moment, il y a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. Fait qu'ils ont encore le beau jeu. OK? Donc, pour vrai, laissez-nous vous conseiller, vous montrer des comparables pour fixer le prix, puis réajuster en fonction de ce qu'on lit, de ce qu'on voit suite à l'inspection aussi. Ce n'est pas bon de tout dire tout de suite dans la promesse d'achat. En vente, il y a un concept bien simple qu'on appelle le premier qui parle perd. Donc, même si vous voulez faire venir 10 experts et que vous voulez rendre votre promesse d'achat conditionnelle à la présence de au rapport de ces 10 experts-là, le vendeur, lui, ce qu'il lit entre les lignes, c'est que vous allez vouloir négocier le prix, puis que vous allez être trop compliqué, puis qu'il n'y aura jamais le prix qu'il veut, fait qu'il ne va juste pas vous répondre ou vous refuser, en fait. Fait que nous, comme courtier, souvent, on sait exactement ce qu'il faut mettre dans la promesse d'achat pour qu'elle soit d'abord acceptée. Puis ensuite de ça, on sait exactement quoi dire à notre inspecteur en bâtiment pour attirer son attention sur des choses qui nous inquiètent et lui demander à même son rapport d'inspection de nous recommander de voir des spécialistes concernant tel aspect de la maison pour qu'on puisse demander des extensions de délai à ce moment-là pour faire venir des pros qui vont venir analyser la situation puis nous permettre à ce moment-là d'entrer en négociation. Mais la première chose qu'on veut avec une promesse d'achat, c'est être choisi, c'est se faire dire oui. Puis après ça, on pourra travailler avec les gens si on a des mauvaises surprises qui sortent en cours de rapport d'inspection. D'accord? Donc, ces erreurs-là, on ne les fait pas. Pourquoi? Parce qu'on est accompagné par un courtier qui a de l'expérience et qui sait orienter nos décisions pour nous protéger. Une fois qu'on a réalisé toutes les conditions, évidemment, on reçoit la preuve du financement hypothécaire et c'est souvent ce qui conclut et qui permet de mettre la petite affichette vendue au-dessus de la pancarte qui permet de retirer la propriété de Centris et de faire savoir à tout le monde qui avait de l'intérêt pour la propriété qu'elle n'est plus disponible parce que vous êtes rendu l'heureux propriétaire. Hurrah! D'accord? Donc, on va recevoir à ce moment-là une lettre qu'on envoie au vendeur et ça confirme qu'on a levé la condition du financement et qu'on s'en va chez le notaire. Avant d'obtenir cette lettre-là, vous allez devoir passer chez votre institution financière, débloquer la mise de fonds finale, signer des documents pour déterminer la fréquence des versements, fixer le taux d'intérêt de façon absolument officielle. Et après ça, la banque va envoyer ses instructions au notaire pour qu'il puisse inscrire la transaction au registre foncier et inscrire l'acte hypothécaire aussi, une fois qu'il vous aura fait signer les documents. Donc, vraiment, on se rend chez le notaire et c'est là qu'on reçoit les clés souvent, sinon quelques jours plus tard à peine. C'est là que sont déboursées donc la mise de fonds et qu'on va déterminer la date du premier versement hypothécaire. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je vous invite vraiment évidemment à revenir vers moi, me les poser. Ça me fera vraiment plaisir de prendre du temps avec vous pour décortiquer ce qui a besoin de nuances pour vous. Et puis, voilà, en espérant bientôt pouvoir vous accompagner dans votre projet immobilier. J'espère pas trop vous avoir étourdi. Ce qu'il y a à retenir, c'est que mes services sont gratuits pour vous si on regarde sur Centris et je vous accompagnerai pas à pas, justement, pour que vous sachiez où on s'en va et que vous ne soyez pas étourdis par tout ça. Voilà. Bonne fin de journée. Merci pour votre écoute. Au plaisir de vous reparler sous peu.